Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur différentes plateformes de communication, notamment sur notre chaîne YouTube. Vous faites bien parce que cette émission, c'est la vôtre. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant, d'autant plus que nous parlons des conséquences de la Covid-19. Sans plus tarder, nous vous donnons rendez-vous juste après ce jingle. Bonjour chers amis du club. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Aussi, je suis heureux de vous rencontrer après ce long moment de silence dû à la maladie à coronavirus. J'espère que vous êtes en bonne santé. Oui. Bien sûr, merci. Très bien. Merci. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant, d'autant plus que nous parlons des conséquences de la coronavirus. Sont-elles toutes négatives pour notre société et pour les individus? Ensemble avec les amis du club, nous allons essayer de décortiquer cette problématique afin d'en savoir un peu plus. Alors, les conséquences de la Covid-19 sont toutes négatives, selon vous, chers amis du club? Alors, Inès, c'est une bonne question. Moi, du point de vue, en fait, de l'entrepreneuriat, qui est vraiment mon domaine, je pense que les conséquences sont négatives parce que aujourd'hui, on peut se rendre compte que le désir d'entrepreneurial n'existe pas, vu que les entreprises qui sont dans le domaine en ce moment sont elles-mêmes en train de fermer pour certaines, sont en baisse d'activité. Donc, beaucoup de personnes qui avaient des projets de création d'entreprise ont déposé ces projets. Donc, aujourd'hui, il y a moins d'entreprises qui sont en création. Et toujours au niveau de celles qui exercent en ce moment, dans les secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, on assiste à une baisse d'activité. Voilà, donc on ne peut pas dire que dans le domaine entrepreneurial, les conséquences sont positives. Non, pas du tout. Alors, ça signifie qu'on peut retenir que le négatif, ou plutôt il y a aussi des points positifs par rapport à cette crise due à la pandémie Covid-19. Alors, moi, je dirais peut-être post-confinement, pour les entreprises qui vont rester, qui vont survivre, si elles étaient par exemple 10 sur le marché, on aura peut-être 7, donc elles auront plus de parts de marché pour elles-mêmes. Donc, du coup, ça peut être positif pour ces personnes-là parce qu'elles auront plus de clients pour elles-mêmes. Mais encore, il faut que ces clients aient le portefeuille achat pour pouvoir consommer. Mais dans l'entrepreneuriat, le gouvernement est en train de perdre de revenus. Donc, du coup, c'est carrément négatif. À moins que le gouvernement fasse des efforts pour aider ces entreprises, ces startups, ces PME à se relever. Mais en tout cas, ce sera très difficile de voir après le confinement des entreprises qui restent pareilles. Donc, elles auront du mal à embaucher. Elles auront du mal à investir. Là où elles avaient des charges, elles vont chercher à les réduire parce qu'il y a eu 2 mois de non-activité. Alors, c'est très clair, c'est très évident que l'entrepreneuriat a eu un coût négatif dû à la Covid-19. Alors, on peut dire, là, on parle justement des impacts qu'a causé cette crise de coronavirus sur l'entrepreneuriat. Alors, peut-on dire que pour compenser, en tout cas, les pertes des actifs des entreprises, le gouvernement congolais a mis en place un fonds national de solidarité. Est-ce que pensez-vous que cette initiative soit suffisante pour relancer les entreprises déjà au bord du gouffre? Alors moi, je pense qu'il faut bien plus. Hein, il faut bien plus, en plus du fonds de solidarité qui sera, je sais pas comment ça sera distribué, hein, il faut avoir les preuves que ce sera distribué. On est en Afrique, on sait comment les choses se passent souvent. Alors, je pense qu'il faut d'abord essayer de réduire les charges des micro-entreprises, des PME, en baissant un peu les impôts, par exemple, en essayant d'apporter le soutien aux entreprises, en favorisant la création même de boulot, d'entreprises au niveau même de la santé. Voilà, on peut renforcer le système de santé pour qu'on ait plus de santé, par exemple. On peut alléger aussi les entreprises, les nouvelles entreprises, par exemple, de moins de 2 ans, on leur dit, par exemple, une exonération de tel impôt, pour réduire les charges, en fait. Et aussi, par exemple, on voit, par exemple, dans le UK, par exemple, le gouvernement a donné 2 milliards de livres sterling pour développer les entreprises en développement. Donc, je pense que l'État gagnerait à pouvoir s'approcher des entreprises qui sont des contribuables fidèles, des personnes qui ont contribué pendant 3 ans de façon fidèle aux impôts et taxes, et voir des mesures d'allègement fiscal, des mesures de frais aussi aux banques, des prêts sans intérêt, par exemple des intérêts qui seront à long terme, le temps de
de résoudre les situations, les charges non couvertes. Je prends un cas, par exemple, dans un salon de coiffure, par exemple, qui a fermé pendant 2 mois ou 3 mois et qui doit payer ce loyer. Qu'est-ce qu'on fait pour cette entreprise, par exemple? Donc, juste faire un petit prêt ne suffit pas. Il faut travailler à réduire les charges et à revoir le climat social et fiscal de l'entreprise. Voilà. À cela s'ajoute la question de savoir, parce qu'aujourd'hui, on a vu, depuis l'apparition du moins de ce virus, on a vu qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont fermé, notamment les hôtels, les salons de coiffure, etc. Maintenant, quel avenir pour les métiers, j'ai envie de dire, manufacturiers? Quel avenir pour ces métiers-là, ceux qui font par exemple la couture, ceux qui font le salon de coiffure, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, il faut se laver régulièrement les mains. Est-ce qu'il y a des dispositions que ces entreprises, ceux qui évoluent dans ce secteur, devraient prendre pour pouvoir, par exemple, coiffer une personne ou plutôt coudre le vêtement d'une personne? Bon. Quel avenir pour ces métiers? Ils sont là aussi, mes amis vont m'aider, mais je pense que toute entreprise qui veut continuer à exploiter son activité dans ce contexte du Covid doit repenser à son modèle d'affaires. Forcément. Il faut repenser à la stratégie, il faut repenser au business model. Alors, ils sont là et ils vont me dire, par exemple, je pense que un coiffeur simple va peut-être éviter de rassembler plusieurs personnes, plusieurs femmes dans son domaine, mais il va chercher d'abord à aller, enfin, il faut repenser la stratégie. Le modèle d'avant, la COVID-19, excusez-moi parce qu'on a dit c'est le nouveau thème. Oui, c'est la COVID-19. Malheureusement, c'est féminin, malheureusement. alors, donc, le modèle qu'on a utilisé avant la COVID-19 sera pas le même modèle. Alors, il est temps pour les entrepreneurs de s'asseoir et de repenser leur stratégie. Si ils veulent continuer dans post-confinement. Voilà. D'accord. On dit qu'aujourd'hui, nombreux sont encore un peu incrédules, hein. Ce sont les citoyens, en tout cas, qui sont incrédules face à la réelle, j'ai envie de dire, à l'existence même de cette pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au Congo, le Congo dispose des kits de dépistage à la maladie, à la coronavirus? Peut-on le dire? Peut-on l'affirmer, en tout cas? Je voulais d'abord réagir sur ce que Madame a dit. Elle a cité le cas de la Grande-Bretagne. Oui. Et donc, sur le plan international, pour ajouter aux conséquences, on constate qu'il y a maintenant une relocalisation. Ceux qui avaient beaucoup investi, par exemple en Chine, certains se disent, mais pourquoi est-ce que même pour des petits masques, il fallait toujours qu'on aille en Chine et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas les créer ici? Et sur le plan international, on constate que ceux qui avaient beaucoup délocalisé pour aller investir en Chine sont en train de relocaliser certaines petites entreprises. Maintenant, la question que vous posez sur les kits sanitaires, on les a vus à la télévision. Et puis, il y a le laboratoire national. Mais les voir à la télévision, on ne peut pas dire que c'est sur le terrain. Oui, mais il y a aussi les analyses qui se font. Si c'est pour les analyses, il y a le laboratoire national qui effectue des analyses. Okay. Le laboratoire national effectue des analyses. Alors, concernant cette même situation de la COVID-19, est-ce que, d'un point de vue global, en tout cas sur le continent, peut-on dire que le Covid peut-elle aider les économies africaines à se réinventer par rapport à cette situation? Bon, alors déjà, je pense qu'il faudrait d'abord se poser la question de savoir c'est quoi se réinventer. Parce que dans une situation de malheur, comment peut-on se réinventer? Parce que là, on parle des conséquences négatives. Donc, une crise qui a tué des gens. Alors, comment on va se réinventer? Alors, si on peut on peut donner une explication, une définition à ce verbe-là. Alors, se réinventer, c'est donner une nouvelle dimension à quelque chose qui existe déjà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre à réinventer une économie? Je pense que les Africains feraient mieux de se regarder. De dire, écoutez, avant que la crise ne vienne, quelle était la situation économique de nos États, donc des pays africains. Alors, je voulais juste donc dire à ce moment-là qu'on va regarder plus le côté, je vais dire, de création de richesses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit pouvoir se prémunir face à de telles crises? Alors donc, moi, je me suis intéressé beaucoup plus à l'aspect sanitaire. C'est-à-dire que on a été comme surpris. Les gens meurent comme ça. On voit, par exemple, en Égypte, on va voir l'Afrique du Sud. On sait quand même que c'est des pays quand même un peu plus développés que d'autres pays africains. En tout cas, si on parle de développement.
ils sont un peu plus avancés, mais ces pays ont été très frappés. Ça veut dire quoi? Ça montre bien la fragilité du système sanitaire dans les pays africains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, écoutez, on va se réinventer dans ce domaine-là en faisant quoi? Il faut qu'on ait des moyens. Il faut qu'on construise des hôpitaux dignes de ce nom. Il faut qu'on soit équipé des infrastructures quand même dignes de ce nom aussi. On n'a pas d'infrastructure, on a été surpris. Les hôpitaux sont pleins. Il y a même pas des appareils, voilà, qui permettent de faire respirer il y en a pas. Il faut créer ça. On va trouver déjà tout est fermé, les frontières sont fermées. On va les trouver où? Vous allez avoir beaucoup de cadavres. Donc ça, se réinventer, oui, dans le domaine sanitaire, c'est très important. Et nos pays, malheureusement, il faut le dire ici, n'investissent pas dans ce domaine-là. Et il est grand temps, c'est comme une sonnette d'alarme pour dire attention, le domaine sanitaire est très vital. Il est très vital, donc il faut pouvoir réfléchir là-dessus et donner des moyens. On n'a même pas des gens bien qualifiés. Beaucoup ont tâtonné et vous allez voir même des médecins, on a vu, pas peut-être chez nous, mais dans ce qu'on a vu, par exemple en Espagne, les gens, ils soignent le personnel, mais ils s'en foutent, ils respectent même pas les mesures parce que eux-mêmes n'ont même pas la connaissance exacte de la maladie en question. Donc, c'est vraiment intéressant. En parlant de réinvention, il faut regarder. Moi, c'est vraiment le domaine qui m'intéresse beaucoup plus parce que la santé n'a pas de prix. Une petite nuance que je voulais apporter aussi, c'est que, parlant des économies africaines, la zone Afrique est souvent un peu segmentée. Je veux dire, quand vous regardez la zone Afrique du Nord, elle est souvent collée avec le Moyen-Orient. Donc, on appelle ça souvent MENA, c'est-à-dire que le Moyen-Orient est la zone Afrique du Nord. Mais on a l'Afrique beaucoup plus au sud du Sahara, donc les pays noirs. Donc, on a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, surtout ces pays-là où on sent vraiment c'est là où il y a vraiment eu beaucoup de tâtements, parce que quand on regarde le Maroc, ce que le Maroc a fait par rapport à ce que nous avons vécu, par exemple au Congo ou au Gabon, etc., c'est un peu différent quand même, le modèle. Même si on ne dit pas qu'ils n'ont pas eu beaucoup de victimes, mais on regarde beaucoup d'avancées dans d'autres parties d'Afrique, mais notamment la partie nord. Mais moi, c'est plus la partie vraiment au sud du Sahara, l'Afrique noire, qui personnellement m'intéresse un peu plus. Tout à fait. Pour ajouter à cela, on l'a bien dit, on a évoqué plus particulièrement l'Afrique subsaharienne. Parce qu'il faut savoir, c'est que déjà, comme venait de l'évoquer mon prédécesseur, la crise actuelle est plus sanitaire qu'autre chose. Mais les enjeux économiques, comme évoqué par après, ne sont pas négligeables. Bien évidemment pour l'Afrique en dessous du Sahara. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Afrique subsaharienne vit d'importation. En tout cas, de manière générale, en majorité, en Afrique subsaharienne, nous vivons d'importation. Alors, je me rappelle que lors d'un sommet Africa 21 en 2019, le chef d'État, le président camerounais Paul Biya disait nous ne consommons pas ce que nous produisons et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Alors rien que par ces mots, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique en tant que telle, je suivais récemment un rapport de la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement qui parlait de la baisse du PIB de l'Afrique subsaharienne, imaginée de 3,2% à 1,8%. C'est pour dire que dans ce sens également, si on sortait du côté purement sanitaire, dans ce sens également, l'Afrique a vraiment besoin de se réinventer. Et le dicton que j'ai évoqué à l'instant nous prouve à suffisance que, voilà, produisons ce que nous allons consommer, moins d'importation, parce qu'on ne veut pas produire. La volonté de produire n'y est simplement pas. La volonté de produire ce que nous devons consommer n'y est simplement pas. On est des Africains, on est capable de produire ce que nous consommons nous-mêmes. Lorsqu'on parle d'autosuffisance alimentaire, par exemple. Voilà, c'est un vrai exemple pour montrer que l'Afrique a les moyens. L'Afrique a les moyens d'être autosuffisante dans les aliments qu'elle consomme. Donc on comprend que vraiment il faut se réinventer, ayant la volonté de produire ce que nous allons consommer,
et consommons massivement ce que nous produisons. Alors moi, j'ai envie de dire aussi, dans cette innovation ou ce réinventement, cette rénovation, on a vu que beaucoup de ce Covid-19 ou cette Covid-19, j'ai envie de dire le masculin, mais c'est le féminin. Alors, on a vu que des plantes africaines indigènes soignaient ces médicaments. Moi, j'ai entendu dire. Alors, pourquoi ne pas aussi se pencher sur cette option et développer notre médecine africaine? Les Chinois nous soignent. On a des médicaments chinois, les médicaments de tous les pays, mais pourquoi ne pas développer et mieux structurer notre médecine africaine qui a montré ses preuves aussi durant cette crise? Alors, on a des pistes de l'entrepreneuriat encore dans ce domaine. Au lieu de rejeter forcément ce qui est forcément africain, on peut l'améliorer, normaliser cette médecine africaine et créer de l'emploi et créer de la richesse. Alors, j'aimerais aussi dire, nous voulons réinventer, c'est bien, mais assurons-nous de produire des choses de qualité. Parce que si nous sommes habitués à consommer à l'extérieur et qu'aujourd'hui on m'envoie un pain de blé qui est dur, qui est difficile, même si je suis africaine, je vais pas payer le pain africain parce qu'il est mauvais, il est africain, je mange. Non. On a besoin de faire des choses aussi avec des normes. L'Afrique a besoin d'avoir ses propres standards, ses propres normes et respecter un style aussi. Parce que c'est que l'Africain, quand il fait les choses, c'est « ah, je fais ». Non. On veut fabriquer, on veut réinventer, mais ayons des normes qui permettent à ceux qui sont habitués à consommer dehors, à l'extérieur, de consommer localement. C'est bien beau de dire on produit, on consomme, mais pourquoi on ne consomme pas? Parce que la qualité n'est pas bonne aussi. Donc, améliorons aussi notre qualité dans le processus d'innovation. Voilà ce que je voudrais rajouter. Là, je crois que on revient à la notion de résilience. Parce que quand je suis ce qui m'a précédé, il s'est passé que il y a eu confinement. Bon, on a suspendu juste les vols internationaux qui transportent les personnes et on n'a pas suspendu les cargos. Mais si nous étions arrivés au point où on avait suspendu les bateaux cargo, le transport des marchandises, qu'est-ce qui nous serait arrivé? Et c'est là où ce serait vraiment grave. Donc, quand il dit qu'il faut que nous puissions produire localement, il faudrait que dans le business model, vraiment, qu'on puisse injecter beaucoup d'argent dans la production locale et en exigeant aussi des normes afin que nous sachions un peu ce que l'on dit souvent ici en Afrique. James don't kill Africans. Ils doivent pas venir un microbe. Donc, il faudrait que ne meurt pas. Vous prenez manger, vous ne mourrez pas. Donc, produire localement tout en élevant aussi les standards. Exactement. En élevant le standard, donc ça signifie que on doit pas seulement, parce que cette crise sanitaire est venue mettre un peu à nu la fragilité, voilà nos faiblesses, voilà nos faiblesses et tout. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'urgence à la diversité de l'économie est une réelle option pour passer cette crise en tout cas? Est-ce que on sent qu'il y a maintenant l'urgence pour diversifier nos économies? Mais l'urgence existait depuis longtemps, depuis que le pétrole nous a trahis, j'aime bien le dire. Depuis que le secteur pétrolier a montré ses failles, l'urgence était à la diversification. Moi, je pense qu'en plus de l'urgence à la diversification, il faut regarder aussi le côté sanitaire, parce qu'il faut des hommes en bonne santé pour travailler. Donc, on a intérêt à regarder un peu la santé, avoir des hôpitaux convenables. Et je regarde l'écran et je dis, on a besoin, parce que il y a des gens qui vont à l'hôpital qui reviennent avec des maladies. Les maladies nosocomiales. L'hôpital même, je dirais pas tout. On sait tous. Vous avez raison, madame. Non, mais ce sont les maladies nosocomiales. Les hommes qui vont enrichir la nation sont des hommes qui ont une bonne santé. Oui, bien sûr. Donc, je pense que diversification, oui, monsieur Luce, mais on savait ça qu'il fallait diversifier. Mais là, on voit qu'il faut diversifier. En plus, s'intéresser à la santé. À la santé. Franchement, c'est crucial. Les gens meurent bêtement. Ce que madame disait, c'est que, bien malheureusement, les normes d'hygiène et de sécurité ne sont pas respectées dans plusieurs de nos hôpitaux. Les gens meurent de l'accouchement, mais les gens meurent de malaria. Mais c'est pas d'actualité. On peut pas mourir du palu. C'est pas possible qu'on meure dans l'accouchement. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en plus de la diversification qui était déjà prioritaire, il faut bien qu'on pense aussi à la santé. Ayons des hôpitaux conventionnels. Là, il n'y a pas de moustiques. Oui, là, il n'y a pas de moustiques. Ah, mais oui. On l'a vu aussi. Vous savez,
cette situation à la maladie à coronavirus nous a montré aussi même la fragilité au niveau des pays développés. On a vu comment est-ce que en Espagne, notamment en Italie, on a vu l'afflux. Ils n'ont pas pu contenir ce virus, mais bien qu'ayant justement des systèmes sanitaires bien plus développés. Mais je pense que Dieu a écouté de nous, parce que si la maladie devenait à la vitesse des États-Unis, on serait tous KO, hein, parce qu'il n'y a pas d'hôpital, ici. Et je pense que quelqu'un même qui est malade du Covid a peur d'aller à l'hôpital, parce que c'est des gens qui vont même mourir. Oui, et il y a des gens qui ont fui d'aller à l'hôpital, parce que, et d'ailleurs, il y a un cas sur lequel, qui est devenu emblématique, qui est apparu dans la semaine africaine, c'est le cas d'une femme qu'on appelle Chloé. Je crois que c'est dans le numéro du jeudi, de la semaine africaine, où cette femme-là est passée de vie à trépas parce qu'on a cru qu'elle avait le corona alors qu'elle n'en a pas eu. Et le laboratoire national de santé publique a produit une fille selon laquelle elle ne souffrait pas du coronavirus, de la coronavirus. Les faux diagnostics. Voilà. Et donc, si on revient à ce que disait madame, c'est pour rappeler que depuis 2015, le Congo était déjà sous ajustement structurel. Et le problème de la diversification de l'économie avait été déjà soulevé depuis longtemps. Mais ici, souvent, l'erreur, c'est que les gens ne veulent pas investir dans la santé parce qu'ils se disent que investir dans la santé, bon, ils ne voient pas quel serait le bénéfice. Tout le monde fait des hôtels. Tout le monde fait des hôtels, tout le monde des maisons pour louer, voilà. Des maisons à louer, taxis, et on se dit que la santé, bon, c'est pourquoi peut-être il faut dire qu'il faut élargir le modèle du business plan, du modèle économique, parce que on peut investir dans la santé et faire des bénéfices. Mais bien sûr. Mais or, les gens se disent que bon, la santé. Aux États-Unis, la santé, c'est là-bas qu'il y a tout l'argent. Mais c'est parce que ça coûte aussi cher, vous savez, le Mais tout ça coûte cher, l'investissement. Mais les médicaments chez nous coûtent combien? Ce qui est clair, c'est que, on va pas se le cacher, les soins médicaux de qualité valent quelque chose quand même. Donc, justement, on a le service public administratif, justement, qui comprend les hôpitaux de l'État. Mais l'État a assez de moyens, en fait, pour structurer, pour donner les infrastructures, les équipements adéquats à leurs hôpitaux afin d'avoir des soins de qualité à moindre coût. Mais les entreprises privées, les hôpitaux privés, en tout cas les cliniques, qui viennent en fait pour accompagner l'État, offrent des soins médicaux, des services médicaux qui ont une qualité bien supérieure. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'hygiène, il y a beaucoup de le sérieux. Et bon, ce sont d'abord les particuliers. Donc là, on parlait de la rentabilité du secteur sanitaire privé. Oui. Mais oui, les soins médicaux valent le prix qu'ils valent en tout cas. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux choses, il y a deux domaines dans la vie qui rapportent ça, l'éducation et la santé. Et monsieur Babao l'a dit, la santé n'a pas de prix. Personne, même quand quelqu'un n'a pas d'argent pour manger et quand il est malade, l'argent de la maladie sort. Franchement, personne ne dit, il va mourir, j'ai pas d'argent. Donc, c'est le seul endroit où on ne discute pas. Les habits, on discute. Mais la santé, l'argent va forcément sortir. Il y aura une cotisation familiale. Donc, on n'a pas à dire, non, je vais investir dans la santé, je vais rien gagner. On gagne toujours, si on le fait bien. Donc, pour moi, j'encourage les gens à investir, à se pencher sur le traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de médicaments, des compléments alimentaires, des médicaments qui viennent de Chine, de tous les pays. Mais et nos plantes? Nos plantes, là, africaines, soignent. J'insiste. Réinventons le sanitaire. Essayons de penser à ça. Faut pas qu'on accepte que tout est bon à l'Orient, tout est bon chez les Blancs, mais chez nous, tout est mauvais. Chez nous aussi, il y a des plantes. En Côte d'Ivoire, les gens ont été guéris avec des plantes. Si, il y a des plantes, par exemple. On dit que toute l'Afrique est mauvaise. Il y a des plantes qui doivent être testées par des spécialistes et sortir des produits qui n'ont pas d'effets secondaires, mais qui soignent. Si, et nous avons au Congo, par exemple, eu l'exemple de la fièvre jaune, qui est souvent soignée avec des plantes traditionnelles. Non, mais même pendant cette période de crise, moi, j'avais regardé, c'est quand même sur Télé Congo, j'ai vu que les médecins, en tout cas congolais, se sont mis ensemble. Il y a une plateforme avec les tradithérapeutes, donc ceux qu'on essaie de rejeter comme quoi c'est des charlatans et tout ça, mais c'est des tradithérapeutes qui ont la connaissance des plantes. Ils ont dit, mais c'est le temps pour nous de nous mettre ensemble, de réfléchir et avoir, en tout cas, des véritables moyens de riposte face aux différentes épidémies qui peuvent
venir à l'avenir. Donc, je crois que c'est très important. On diabolise les médicaments africains juste pour qu'on puisse se gaver de médicaments européens ou occidentaux, effets secondaires, le occidentaux. lycée et tout ça. Nos plantes n'ont aucun effet secondaire. Les tisanes n'ont aucun effet secondaire. Pourquoi ne pas penser à réfléchir à sa vente de tisanes, tisanerie congolaise? Comme les manufacturiers que nous avons eu la dernière fois. Alors face à cette situation, face à vos différentes contributions, est-ce que on peut dire aujourd'hui finalement qu'il y a eu plus de peur que de mal concernant cette maladie à la coronavirus? Plus de peur que de mal. Généralement, je pense que c'est un dicton. Ce que je veux dire, c'est que la Covid-19 est toujours présente pour l'instant. Ah oui. Elle est toujours présente, donc on ne dira pas plus de peur que de mal parce que respectons toujours les gestes barrières, ainsi de suite, et toutes les mesures édictées pour ne pas connaître le pire, en fait. Je pense que la plupart des pays dans le monde, la plupart des pays qui ont été touchés par la dite pandémie, aujourd'hui, on remarque qu'il y a une évolution. Il y a peut-être plusieurs cas, mais vous verrez qu'on a beaucoup plus de guérisons que de décès. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que on est sur la bonne voie pour éradiquer cette pandémie, mais prudence. Et prudence parce que, voilà, je ne pense pas qu'on puisse déjà dire plus de peur que de mal. Parce que si on flanche à un moment donné, je pense que la pandémie va remonter. Oui, mais c'est que si vous avez posé cette question, c'est peut-être parce qu'il y a eu des pronostics alarmistes sur l'Afrique. Bon, mais quand on a fermé les frontières, quand on avait fermé les frontières, je crois qu'on a essayé de limiter parce que ça a été une maladie, disons un peu touristique. Je ne sais pas si c'est touristique, mais il y a eu un foyer, un centre. La Covid se promène. Et il y a eu expansion à partir d'un centre jusqu'à, par exemple, certains pays européens. Et dès que on a constaté qu'en Europe là-bas, c'était vraiment l'épidémie qui se répandait à une vitesse supérieure. Nous, en Afrique, nous avons eu à fermer nos frontières et je crois que ça a été l'une des mesures qui a permis un peu de freiner. Sinon, la progression, ce serait peut-être la catastrophe vu ce que nous avons eu à décrire ici comme quoi nous avons des structures sanitaires insuffisantes. On retient que c'est quand même trop tôt de dire que plus de peur. C'est assez tôt. Disons qu'on est en bonne voie, mais c'est assez tôt. Moi, je pense qu'il y a eu plus de peur au niveau traumatisme de décès. On pensait qu'on allait tous mourir, mais enfin, il y a pas eu plus, il y a eu moins de peur parce que les d'autres sont guéris. Et je crois que je regardais à un mois précis, je regardais l'Australie, et sur 8000 cas, il y a eu 6000 guérisons. Donc, je me dis, les gens guérissent. Les gens guérissent. J'insiste, les gens guérissent. Mais alors, moi, je pense qu'on a minimisé un peu le côté financier. On ne pensait pas qu'on allait avoir après faim, tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu plus de panique au niveau sanitaire, mais on n'a pas regardé, la prévision n'a pas été faite sur après le confinement, on fait quoi? Voilà, c'est ça. Donc, essayons de regarder maintenant, de prendre des mesures équilibrées en pensant aussi à la finance, voilà. Et même du temps de Noé, Dieu n'avait pas puni tout le monde entier pour dire que tout le monde allait mourir. Il y a eu quand même une petite partie qui a été préservée. Dieu aime l'Afrique. Ah, Dieu aime l'Afrique. Il y a un standard qui dit Dieu a quitté l'Afrique. Oui, c'est un film. Mais en ce moment, on se rend compte que Dieu a aimé il est revenu à l'Afrique. En fait, il n'a quitté l'Afrique, il était toujours là. Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Il n'a jamais quitté l'Afrique. Nous sommes heureux de nous avoir, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous remercions en tout cas cet espace qui nous a accueillis, l'hôtel Le Lys, et nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt. Restez scotchés.